Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Nous sommes près de 2 millions de personnes physiques et morales confondues à contracter un crédit chaque année au Maroc. Des questions essentielles s'imposent donc. Quelles sont les limites du cadre juridique pour l'accès au financement dans notre pays ? Sommes-nous tous égaux devant le crédit? Le particulier fait-il jouer la concurrence aujourd'hui entre les banques marocaines? Que connaît finalement le consommateur marocain de ses droits et de ses obligations avant de contracter un crédit? Quelles sont les normes qui régissent les banques et les sociétés de financement, notamment en termes de recouvrement et aussi et surtout de surendettement? Pourquoi le Maroc est-il à la traîne en termes d'insolvabilité et d'obtention des prêts? Et puis surtout, aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur ces nouveaux acteurs essentiels dans le monde de la finance et du financement au Maroc, à savoir les crédits bureaux et les courtiers en crédit. Yassine Fakher, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général de la société de crédit bureau Quantique. Tout à fait. Bienvenue. Merci beaucoup. En face, Amine Diori, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable communication et études dans une société de renseignement commercial, Inforisque. Tout à fait. Bienvenue à vous aussi. Maître Younes Neber, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous connaît, vous êtes bien sûr juriste, avocat au barreau de Casablanca, mais aussi vice-président de l'association de consommateurs Uniconso. Tout à fait. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Et également, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Yassine Lahlou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur général d'une société de courtage en crédit, meilleurtaux.ma. Exact. Bienvenue à vous aussi. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la situation du financement de notre économie avec vous, messieurs. Selon le Haut-Commissariat au Plan, l'économie nationale en 2016, mais également sur les mois qui se sont écoulés en 2017, n'a pas créé assez de richesses, ou en tout cas pas les richesses nécessaires. Je voudrais également rappeler ce rapport de la Cour des comptes présenté par le premier président de cette Cour il y a un peu moins d'un an plutôt devant les deux chambres du Parlement, où Driss Juto constatait, je cite, un net recul du recours au financement bancaire et une détérioration de la capacité d'investissement et de création d'emplois. Fin de citation. Alors, au Maroc, si la croissance économique est en panne, c'est que peut-être, messieurs, un de ces deux moteurs essentiels, c'est-à-dire la consommation et l'investissement, sont plutôt atones. La question que je voudrais vous poser en premier, comment, selon vous, se porte le financement de l'économie aujourd'hui? Yassine Fakher. On sait qu'il y a un très gros problème de délai de paiement, déjà, qui a beaucoup impacté l'économie marocaine. Je crois que c'est un problème majeur aujourd'hui et qui pose de sérieux problèmes au financement des entreprises. Je pense que c'est un souci qui a aussi freiné la demande de nouveaux crédits, la demande de nouveaux projets, parce que beaucoup de TPE et puis de très petites entreprises et de PME sont dans des problèmes de trésorerie assez conséquents. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les dernières années en termes d'octroi de crédit, en termes de dossiers. Je pense que les banquiers sont formés à fournir des crédits sur des projets qui tiennent la route, qui sont bankable, comme on dit en anglais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui expliquent ce ralentissement de l'économie. Je ne pense pas que le crédit soit le seul facteur explicatif. Yassine Lahlou, vous traitez des dossiers de crédit tous les jours. Est-ce que vous pensez que, en tout cas, le financement, les crédits se portent bien aujourd'hui? Alors, déjà, jamais le crédit n'a été aussi accessible au Maroc. Si on remonte 10 ans ou 15 ans en arrière, ou quand nous, on était, on a tous à peu près la même génération, quand nos parents prenaient des crédits, on parlait de 13-14% d'intérêt. Aujourd'hui, on est autour de 5, même voire moins que 5. Entre 5 et 14. Il reste encore des crédits qui sont chiffrés à 14%. Non, pas des crédits immobiliers. Au-delà du crédit immobilier, crédit on parle immobilier. maintenant de façon générale. Après, nous allons bien sûr nous intéresser à chaque niche. Du coup, le coût de l'argent est quand même beaucoup plus accessible qu'avant. Et donc, c'est ce qui permet aujourd'hui aussi de voir des gens accéder à la propriété beaucoup plus facilement qu'avant, que ce soit dans le logement social,
classe moyenne ou dans le haut de gamme et le très haut de gamme. La baisse du coût du crédit donne un mètre carré plus accessible aussi, parce que le coût d'acquisition du mètre carré devient plus accessible. Donc, pour l'instant, les conditions mises en place par Banque Le Maghreb n'ont jamais été aussi bonnes. Et la conquête de parts de marché entre les banques, pour ne pas dire la concurrence, chacun veut de nouveaux clients grâce au crédit immobilier, car c'est le meilleur moyen d'attirer. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas justement le consommateur qui mène la danse, si on peut dire ça, dans les priorités des banques aujourd'hui et des sociétés de financement? Alors, vu que le crédit aux entreprises a baissé et que les banques ont des liquidités, forcément, les banques sont allées ont investi encore plus le créneau du particulier et du crédit immobilier pour particuliers. Pourquoi le crédit à l'entreprise a baissé, selon vous, Amine Dioré? Alors, il faut bien distinguer une chose. Parce que là, on parle de délai de paiement. Justement. Il y a surtout cet aspect entreprise. Justement, quand on parle de crédit à l'entreprise, il ne faut pas uniquement penser crédit bancaire. Or, c'est ce que nous faisons jusqu'à présent. La principale source de financement aujourd'hui des entreprises, c'est le crédit inter-entreprise, qui a dépassé largement aujourd'hui le crédit bancaire pour les entreprises. Concrètement, ça provient de quoi? Ça provient de l'allongement des délais de paiement global entre les entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu pour l'entreprise marocaine la première source de financement devant le crédit bancaire. Après, si on veut rentrer davantage dans le détail, selon la catégorie d'entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou une grande entreprise, la structure de financement n'est pas la même. Une TPE, par exemple, va davantage axer son financement sur les fonds propres et aussi les comptes courants d'associés. Donc, il faut voir le terme financement dans son sens large. Justement, on parle de ce terme de financement. Maître Hannibal, je m'adresse aux juristes là maintenant, pas à l'association des consommateurs. Pourriez-vous nous résumer aujourd'hui la loi bancaire au Maroc? Et on dit que maintenant on a plus accès et c'est plus facile de contracter un crédit. Du point de vue juridique, est-ce vrai? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous savez, il y a la loi qui s'est mise au diapason pour répondre à un besoin. Vous avez la loi bancaire, bien entendu. La loi, elle concerne le fonctionnement des établissements bancaires, l'octroi des crédits, qui est finalement l'essence et la nature de l'activité de la banque, c'est d'accorder des crédits, bien sûr, avec des conditions que le consommateur doit accepter. Il fut un temps où, effectivement, le crédit était difficile à accorder aux consommateurs, certes. Et puis, il y a bien entendu les taux qui ont baissé, sauf que nous avons assisté à une ruée vers le crédit, mais en l'absence d'une protection, d'où la nécessité d'adopter la loi sur la protection du consommateur qui a aujourd'hui réencadré les relations entre banques et consommateurs. Cela ne peut que favoriser encore plus le consommateur à aller vers les banques puisque le dispositif lui permet une garantie, une protection juridique et puis responsabiliser la banque en cas de défaillance, en cas d'abus. Finalement, ce frein et cette confiance... Quelles sont ces défaillances? Quels sont ces abus? Il fut un temps où c'était des contrats d'adhésion, ça veut dire des contrats qui ne sont pas négociés, des contrats qui comportaient des clauses abusives, des garanties qui dépassaient le montant du crédit de façon exorbitante. Donc c'était ça. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, et là, la loi 3108, elle a prévu un certain dispositif, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les clauses abusives. On peut aujourd'hui contester une clause si elle est révélée abusive, ça veut dire elle est frappée de nullité, mais elle n'entache pas la validité du contrat. Donc aujourd'hui, avec ce dispositif de protection, le consommateur se sent plus protégé pour aller contracter et obtenir des crédits. Puisqu'on parle de sanctions, alors on est sanctionné quand même au Maroc quand on fait défaut de remboursement du... Bien entendu. Quels sont les risques? Qu'est-ce qu'on risque si on ne paye pas? Si on ne paye pas, il y a le risque, bien entendu, d'être assigné par la banque en fin de paiement. Donc la banque va faire tout le nécessaire en termes de procédure, en termes même de mesures conservatoires à l'effet de recouvrer sa créance, qui est tout à fait normal, sauf que il y a, bien entendu, un dispositif qui a été prévu par la même loi afin que ce recours ne puisse être engagé qu'après l'épuisement, par exemple, de la procédure de médiation. Donc, il y a la possibilité de recourir au médiateur. Il y a aussi la possibilité pour le consommateur, si le défaut de paiement résulte
d'un événement social imprévisible ou un licenciement, d'obtenir un délai de grâce. Ça veut dire la suspension du crédit pendant certains délais non productifs d'intérêt. Donc tout ça, c'est un dispositif qui est mis à la disposition du consommateur. Ça ne veut pas dire que la banque ne peut pas engager un processus aux fins de recouvrer ses créances. Est-ce que le consommateur marocain aujourd'hui est-il au courant de tout cela? C'est-à-dire avant de contracter un crédit, est-ce que on sait tout cela? Est-ce qu'on sait que voilà ce qu'on risque si on ne paye pas tant d'échéances? Je ne vous cache pas que l'information n'est pas encore vulgarisée, au degré auquel on s'attend. C'est de l'autocritique en tout cas. C'est non, mais je vous le dis, d'un vice-président d'une association de consommateurs. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que l'association, d'abord déjà la loi, elle date de 2011. Les décrets d'application sont venus, je dirais, de façon progressive. Donc, même pour les associations de consommateurs, le décret qui concerne l'utilité publique qui permet aux associations d'assigner en justice ne sont pas encore d'actualité. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas assigner en justice parce que les associations n'ont pas encore cette utilité publique. On la demande, mais il faut attendre. Donc ça, c'est important. On attend quoi? On attend l'autorisation d'ester en justice, c'est ça. Alors, nous nous contentons dans un premier temps de travailler sur la sensibilisation. C'est vrai que... D'où l'objet de cette émission. Et ça, c'est très important. Le recours, la réclamation, le traitement des réclamations, la vulgarisation de l'information, on ne peut le faire qu'à travers des réclamations. Il faut que les gens adhèrent aux associations, formuler des réclamations pour que nous puissions faire le nécessaire envers les fournisseurs concernés. Alors, on parle maintenant de pénalité. J'aimerais bien qu'on parle prévention un peu avant de s'attaquer directement aux sanctions. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir ces défauts de paiement? Et avant de parler de cela, cela va de soi, ce serait bien d'expliquer un peu que fait un crédit bureau, dont d'abord comment ça joue pour octroyer ou pas un crédit, même que ce soit pour une entreprise ou une personne physique. Tout à fait. Enfin, le crédit de bureau en lui-même concentre toutes les informations de crédit de la place financière, que ce soit les AMC, que ce soit les sociétés de financement ou les banques. C'est un maillon essentiel dans la chaîne d'octroi de crédit. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour le marché marocain parce que le premier crédit de bureau a ouvert ses portes en 2008 à travers Experian. Ensuite, Experian a revendu sa licence à Crédit Info maintenant qui est opérationnel sur le terrain. Mais l'impulsion du crédit de bureau a été stimulée, on va dire, par l'AFC. Donc, elle a accompagné la Banque centrale pour construire un écosystème favorable à l'éclosion d'un crédit de bureau qui était un petit peu difficile au début parce qu'il fallait que toutes les banques acceptent de partager de la data avec une société tierce qui allait elle-même revendre cette information sous la forme de rapport de solvabilité. Donc le premier challenge, c'était de mettre toutes les banques d'accord. Donc il y a à peu près 50 établissements de crédit au Maroc, donc c'était un petit peu complexe. Aujourd'hui, la notion de crédit de bureau est arrivée à une certaine maturité sur le système financier. Par contre, le grand oublié reste le consommateur. Et on s'est rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez dans la rue, vous demandez à qui que ce soit si c'est ce que c'est ce qu'est un crédit de bureau, on vous répondra non. Alors que normalement, c'est quelque chose d'essentiel pour le consommateur. Si le crédit de bureau fournit un rapport de solvabilité qui est solide, ça veut dire avec des informations qui sont pertinentes, ça peut bénéficier le consommateur qui peut demander un taux d'intérêt beaucoup plus intéressant vu qu'il a respecté ses engagements en termes de paiement et puis d'échéance. Maintenant, c'est très important parce que le consommateur aujourd'hui ne sait pas qu'il y a une société qui scrute son comportement de paiement. C'est légal? Pardon. Si c'est appuyé par la Banque centrale, je pense que c'est légal. Non, on est. Parce qu'on parle de private, d'entité privée, oui, tout à fait. Mais ça relève du domaine du privé. C'est un cadre extrêmement réglementé. Donc, on est le deuxième délégataire de la Banque centrale dans ce sens-là. Il y a un protocole de sécurité qui est extrêmement dense en termes de protection de données. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce genre de données, justement? Est-ce qu'il n'y a que des défauts de paiement? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Il y a beaucoup d'informations qui sont dans le rapport de solvabilité. Il y a déjà des informations de signalétique quelle adresse, carte d'identité nationale. Ensuite, il y a les types de crédits qui sont contractés. Si vous avez un crédit immobilier ou un leasing, ça apparaît sur le rapport de solvabilité. L'encours global de votre crédit et votre comportement de paiement. Ça veut dire sur un mois par rapport à l'autre, est-ce que vous avez été rigoureux dans votre paiement ou pas, plus les informations négatives. Donc tout ce qui est incident sur chèque, incident de paiement va figurer dans votre rapport de solvabilité. Alors c'est important que le consommateur le sache,
Parce que s'il ne le sait pas, il ne va pas s'autodiscipliner par rapport à ces paiements. Et ça va se répercuter ensuite au niveau de la banque et ça va entamer la confiance finalement. Parce que le crédit, c'est un contrat de confiance entre un consommateur et son banquier. Et le rapport de solvabilité se place vraiment comme un outil majeur, surtout dans les crédits à la consommation et les crédits de personnes physiques, comme un élément qui vous permet de connaître la personne que vous avez en face de vous, surtout quand ce n'est pas un client de la banque. Parce que quand vous avez un client de la banque, en général, on sait combien il a sur son compte en banque, c'est un client depuis longtemps ou c'est un client familial. La question ne se pose pas. Mais quand vous ne connaissez pas du tout quelqu'un, il n'y a que son comportement de paiement qui peut vous donner une indication sur sa solvabilité. Donc, l'importance du rapport de solvabilité, elle va beaucoup plus loin que ça. Ça permet au consommateur déjà de mieux contrôler son financement, de s'assurer qu'il n'est pas en surendettement et surtout, une des raisons pour lesquelles ça avait été mis en place, c'était juste après la crise du microcrédit, où il y avait énormément d'endettement croisé. Donc, puisque le rapport de solvabilité en lui-même concentre l'information de la totalité de la place. Si vous partez, par exemple, demander un crédit à la Société Générale ou au Crédit Agricole ou d'autres, on ne citera pas de nom, vous allez retrouver votre rapport de solvabilité avec toutes ces informations-là. Donc, le but, c'est de... Est-ce que ces banques les utilisent pour octroyer ou pas un crédit, déjà, et après pour choisir les taux? Oui, c'est un élément... Déjà, c'est obligatoire, mais maintenant, il faut faire la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui est pratique. Donc, on s'est rendu compte que, malgré le fait que ce soit obligatoire, pour beaucoup, ça finissait dans des fonds de dossier, et puis on ne s'en servait pas véritablement comme une valeur ajoutée. Maintenant, les systèmes d'information des banques sont extrêmement sophistiqués, donc ils concentrent cette information dans leur système d'information, et ils la croisent avec d'autres indicateurs qui sont probants pour les banques. Chacune a ses grilles de lecture complètement différentes. Mais l'idée, c'est que la banque sache exactement le niveau d'endettement de la personne qu'elle a en face d'elle. Alors, on parle de tout cela. Pourquoi aujourd'hui, même si on est connu par la banque chez qui on veut contracter un crédit, on nous demande beaucoup de documents? C'est un vrai travail de paperasse, un casse-tête de ramener tous les documents nécessaires. Est-ce que ce n'est pas suffisant, justement, de se référer à ces données, à ces pour documents? l'immobilier, c'est différent parce qu'on demande les salaires, on demande beaucoup de choses. Le crédit à la Est-ce que ça ne consommation... fait pas partie dans le rapport de solvabilité? On n'a pas les salaires Non, le rapport de solvabilité, c'est uniquement axé sur l'information de comportement de paiement. Très bien. Donc les autres indicateurs, par exemple pour les entreprises, on a aussi des rapports de solvabilité, mais ils sont moins utilisés, on va dire, de façon pertinente que pour le crédit à la consommation, où c'est véritablement un outil majeur de prise de décision. Pour les entreprises, mes collègues seront mieux positionnés pour vous le rappeler, mais il y a beaucoup plus d'indicateurs en fait, qui viennent dans le processus d'octroi de crédit. C'est important d'avoir les bilans d'une entreprise, ses objectifs commerciaux et beaucoup d'autres indicateurs avant de savoir si oui ou non on octroie un crédit à une entreprise. Donc en effet, nous ne sommes pas tous égaux devant le crédit, mais en tout cas selon notre comportement. C'est le comportement qui juge. Ouais, on doit avoir une image financière positive pour avoir un crédit. Si vous voulez, la banque, elle ne prête pas de l'argent contre une garantie. Elle prête de l'argent contre une capacité à rembourser. Donc, elle analyse la capacité à rembourser d'une personne. Est-ce que cette personne va pouvoir la rembourser sur les 20 prochaines années régulièrement sans faire défaut? Donc, c'est ça son job d'analyse. Si une personne a un mauvais comportement dans son passé ou a eu un mauvais comportement dans son passé, il y a plus de chances qu'elle ait un mauvais comportement dans le futur. Mais là, je voudrais juste mettre le droit à l'oubli. C'est-à-dire, on peut être jeune, faire une erreur et arriver au niveau du crédit de bureau et avoir un dossier qui date de 9 ans, 10 ans pour une erreur ou quelque chose. Je pense qu'à un moment, il faut un droit à l'oubli et il faut un droit aussi à la présomption d'innocence. Oui. Parce que là, c'est le contraire. On est plutôt dans la présomption de culpabilité. Et c'est ce qui affecte aussi ce rapport de confiance entre la banque et l'emprunteur. Alors, si et vous voulez, vice-versa. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les clients à ce moment-là pour bien montrer à la banque que ce client-là, il a les capacités pour rembourser, il a les moyens pour rembourser et que si on analyse bien son dossier, eh ben, il pourra prendre ce crédit facilement et il y a peu de risques de non-paiement. Alors des fois, vous avez des clients qui sont un peu compliqués,
on les aide à avoir une image financière positive. Je reviens sur ce mot. Vous maquillez un peu cette image. Non, on ne maquille pas. Non. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui a un crédit conso sur une consommation sur une télévision, un crédit consommation sur un voyage, crédit consommation sur une voiture, qui n'a pas pris le temps d'évaluer qu'il allait acheter une maison. Et finalement, le jour où il vient pour acheter une maison, il a 2 ou 3 petits crédits qui courent encore, un sur 6 mois encore, un sur 2 ans, un sur 1 an et demi. On essaye de lui expliquer que la meilleure façon pour que la banque l'analyse positivement, c'est de réajuster ses crédits, soit d'en faire un seul, soit de rembourser les petits. Et si vous voulez, chaque personne est différente. Et c'est de l'artisanat. Et il ne faut pas prendre un modèle unique et dire c'est comme ça que je donne un crédit. Chaque client est différent et nous, on accompagne ces clients pour rentrer dans le moule. Est-ce que la facturation de ce genre de service se fait à partir d'une base du crédit demandé ou c'est un tarif Non, c'est un pourcentage du montant financé. Très bien. Voilà. Monsieur Duel, on va parler côté entreprise avec vous. Il y a vraiment, et ça est revenu sur ce plateau même, d'entrepreneurs qui ont vécu ça et qui disent que ils ont du mal à se faire financer, à faire financer leur projet, et que ce rapport de solvabilité n'avait rien à voir avec tout cela, et que souvent, en tout cas, c'est récurrent, les banques ne prennent pas ça en considération et n'octroient pas de... Donc, ils ne font pas confiance. Effectivement, il y a 2 pendants. Il y a d'abord du côté la vision du banquier, qui est de dire aujourd'hui, bon, le bilan qui est une image de l'entreprise n'est pas une image fidèle de ce qu'elle devrait refléter. Donc, on parlait de capacité de remboursement, le bilan n'est pas une image fidèle. Autre aspect, le taux d'endettement des entreprises qui est relativement élevé pour les grandes entreprises aujourd'hui, pas pour les TPE, puisqu'elles n'ont quasiment pas accès à l'endettement bancaire. Et donc, ils disent, bon, voilà, le niveau d'endettement des grandes entreprises est relativement élevé, donc après, il y a le remboursement, les charges d'intérêt qui vont venir impacter la trésorerie, donc il faut faire attention à tout ça. Et puis, on a vu des gros cas avec des grandes entreprises, je pense notamment à la Samir, on a vu l'impact que ça a eu sur le système financier. Donc voilà, au niveau du banquier, il y a une certaine méfiance. Il reproche à l'entreprise un manque de transparence des bilans, un manque de transparence au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Donc voilà, c'est ça. Et du côté de l'entreprise, ce qu'il reproche à son banquier de manière classique, c'est qu'il demande trop de garanties. Alors, je citerai une étude récente qui disait que quand une entreprise va demander un crédit à son banquier, il va lui demander 2 fois le montant du prêt en garantie, ce qui est absolument gigantesque. Oui. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, seulement 33% des PME ont accès les PME représentent 33% de l'encours global bancaire, ce qui est très faible. Est-ce que vous fournissez parce que vous êtes une société qui fournit des renseignements, des renseignements, sur les entreprises. Oui. Est-ce que vous fournissez ce genre de renseignements aux banques? Est-ce qu'elles demandent ce genre de données pour en savoir plus sur les entreprises? Bien sûr. Oui. Bien sûr. En fait, on est complémentaire du crédit de bureau. C'est-à-dire que le crédit de bureau va amener une vision du comportement de paiement. Nous, on va apporter d'autres éléments qui viendront en complément, par exemple le bilan. On va avoir des informations sur les dirigeants de l'entreprise, sur les actionnaires. Si, par exemple, on a un actionnaire qui a plusieurs entreprises, qui en a une qui a été mal gérée ou qui a eu des problèmes, on va tout de suite le savoir. En fait, tout est une question de data. Pour porter un avis sur une entreprise, il faut avoir un maximum de données sur elle. Donc, comportement de paiement, bilan, données d'existence, etc., données signalétiques. Tout ça, compilé ensemble, donne une information fidèle sur l'entreprise et permet ensuite de prendre une information. Ensuite, comment cette information elle est prise? En fait, les banques utilisent des scorings. Pour être clair, donc un maximum de données compilées, des statistiques. C'est vraiment le cas, hein. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Au niveau des banques, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au niveau des entreprises également, l'idée c'est de simplifier la vie de celui qui doit prendre une décision en lui disant « Vas-y, tu peux y aller, non, tu n'y vas pas. Oui, tu peux octroyer ce crédit, non, tu n'octroies pas ce crédit. » Très bien. Vous avez parlé d'endettement, j'aimerais parler de surendettement. Maître Hannibal, quelle est la limite du surendettement? On parle, par exemple, je reviens au crédit à la consommation et au crédit au logement. Crédit de logement, est-ce qu'on parle de banque avec une certaine limite qui est de 50%, il me semble? 40.
40, 50 En fonction du niveau de revenu. Exactement. Ce qui est important, excusez-moi, juste par rapport à ça, c'est le reste à vivre. C'est cela. Voilà, c'est ça Mais qui est quand important. on parle de reste à vivre qui se limite à 1500 dirhams, enfin, je veux dire, c'est pas, ça tient pas la route. Quoi. Enfin, quelle est cette limite? Parce qu'on parle de relatif, mais quelle est la limite? C'est relatif. Et ça, parmi les choses que la banque, que seule la banque peut décider. Ou la société de financement. La société de financement, bien entendu. L'octroi du crédit, il n'est accordé qu'à partir d'un certain nombre d'éléments, la fiabilité, la solvabilité, le montant qu'on va financer, l'âge de la personne, les revenus. Bien que tout est relatif. Même en termes, vous avez parlé tout à l'heure d'informations fidèles, mais est-ce qu'elle est fidèle, mais est-ce qu'elle est fiable? Et ça ne veut absolument rien dire. Moi, je pense qu'en dépit de toutes les précautions qu'on peut prendre, est-ce qu'on peut prévenir un licenciement, par exemple? Vous pouvez vous entourer de toutes les garanties concernant les revenus. Un salarié qui touche un gros salaire, mais finalement qui peut se retrouver sans son travail quelques mois plus tard. Donc, est-ce que ces informations... C'est la notion risque, justement. Justement, est-ce que c'est ça, d'un côté? Deuxièmement, les informations, elles peuvent être, d'ailleurs, j'en ai parlé, je pense tout à l'heure, c'est la solvabilité. Est-ce qu'elle est parfois... L'insolvabilité, est-ce qu'elle est justifiée? Il se peut que la situation d'une entreprise soit dictée par une contestation pour un crédit qui est en cours. Il se peut que la personne soit fichée, c'est parce qu'elle n'a pas payé un crédit, parce qu'elle conteste une opération écrite par la banque. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise foi de la part de l'emprunteur. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de précaution et ne pas, s'aventurer pour porter la casquette ou l'étiquette du mauvais payeur. Ça, d'un côté, le droit à l'oubli, je suis parfaitement d'accord. Et puis, et surtout, ficher un emprunteur, moi, je pense, avant, il faut que cela se base sur une décision de justice définitive. Il faut que son insolvabilité soit prononcée par la justice. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de présomption d'innocence. Oui, les indicateurs, pour les entreprises, là, c'est autre chose, je suis parfaitement d'accord. Mais pour les emprunteurs, pour les consommateurs, rien ne dit que l'insolvabilité, que un crédit qui n'aura pas été intégralement payé quelques années plus tôt, soit effectivement une question de mauvaise foi ou bien d'insolvabilité, pas forcément. Je ferai réagir le Crédit de Bureau juste après cette courte pause de publicité. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue à cette deuxième partie de l'émission que nous consacrons aujourd'hui au financement de l'économie. Avant la pause de publicité, Maître Neber nous parlait de ce contraste entre fiabilité et fidélité en ce qui concerne les rapports de solvabilité. Et ce qu'il proposait, c'est que la justice tranche une fois pour toutes pour ces rapports de solvabilité. Je parle uniquement des cas que nous traitons au niveau de l'association, c'est-à-dire des personnes qui font des réclamations dans le sens où elles se sont fait refuser un crédit, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a un historique qui a fait ressortir qu'il y a un fichier inscrit, etc., qui ne leur permet pas d'obtenir un crédit. Donc, voilà. Donc, maintenant, on fait une recherche dans le sens où est-ce que le crédit n'a pas été payé par mauvaise foi ou par une crise ou par oubli ou bien par une contestation. Et très souvent, nous sommes confrontés, d'ailleurs, nous confrontons des documents qui font ressortir que l'arrêt ou bien la suspension du crédit est dictée par un problème, par exemple un problème d'ordonnancement, problème d'écriture, problème de comptabilisation, problème d'intérêt. Et là, il fut un temps, je ne sais pas si les choses sont toujours d'actualité, où l'interlocuteur ne répondait pas à la réclamation du client. On faisait application stricte du contrat, avant bien entendu l'adoption de la loi sur la protection du consommateur.
Et du coup, la personne, cette confrontation ne permet ni pour l'un ni pour l'autre d'engager une procédure. Et même si cette procédure était engagée, la décision n'était pas notifiée au consommateur concerné, il se retrouve empêché d'obtenir son crédit. Yassine Fakher. C'est très intéressant ce que dit Maître Hannibal. Au niveau du crédit de bureau en lui-même, le rapport de solvabilité, il ne va pas aussi loin que 5 ans. Donc pour la banque, elle ne voit qu'un passé de 36 mois. Au niveau de Quantique, on va se concentrer sur les 24 derniers mois parce que pour nous, un historique de paiement qui s'étale sur les 24 derniers mois est plus pertinent que celui de 36 mois. Par contre, le consommateur lui-même a le droit de demander un rapport de solvabilité sur la totalité de son historique au sein du crédit de bureau. Mais ce n'est pas le rapport de solvabilité que la banque voit. Mais au niveau de la contestation, et puis c'est là où je rejoins Maître, il y a beaucoup de contestations au niveau du rapport de solvabilité en lui-même, parce que parfois il y a des contrats non redéclarés, il y a des contrats qui n'ont pas été clos, par exemple, qui risquent d'impacter ensuite la décision de la banque dans l'octroi de crédit. Mais il y a des départements pour ça. On a un département consommateur au niveau du crédit de bureau qui accueille justement le consommateur dans ce sens-là. Mais ce qui est plus important encore, je pense, à noter, c'est qu'il y a très peu de formation et puis d'information qui a été donnée pour sensibiliser justement le consommateur à savoir se servir de ce rapport de solvabilité comme un outil pour lui, pour mieux gérer ses finances et puis demander de meilleurs prêts. Mais c'est quelque chose qu'on compte changer. Au bout dans notre stratégie de 2017, c'est effectivement de replacer le consommateur au centre de cette matrice finalement, parce que maintenant que le système bancaire est habitué à lire le rapport de solvabilité, à s'en servir, maintenant c'est au consommateur de mieux s'en servir pour faire pression sur les banques, pour aussi avoir un meilleur taux d'intérêt. Mais ce qui est aussi très important à noter, c'est que, au final, si le consommateur ne sait pas, encore une fois, qu'il y a un crédit de bureau qui scrute son comportement de paiement, c'est quelque chose qui va le pousser, si vous voulez, à ne pas être discipliné par rapport à ces paiements. Alors que pour la banque, le contrat de confiance, il commence à être entamé quand le consommateur ne paye plus ses dettes, qui sont en retard de paiement de 1 mois, de 2 mois ou de 3 mois. Donc, c'est important que le consommateur sache comment se comporter pour maximiser ses chances d'avoir des crédits déjà, dans un premier temps, d'avoir des meilleurs taux dans un deuxième temps. Et c'est vrai qu'au final, c'est quand même dommage de pénaliser des gens qui sont très bons payeurs par rapport à des gens qui sont mauvais payeurs s'ils ne savent pas comment gérer le rapport de solvabilité. Alors j'aimerais parler de ce meilleur taux, justement. Quand on parle de crédit immobilier, il y a une tendance de baisse des taux des banques. Est-ce que vous avez des partenariats avec les banques de la place, les grandes banques de la place? Oui, j'ai des partenariats avec la majorité des grandes banques de la place, à peu près 80% des banques. Est-ce qu'il y a 80% des parts de marché des banques. Voilà. 6 banques. Voilà. D'accord, 6 banques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un seuil minimum qui n'est pas dépassé à la baisse pour les taux que proposent les banques de la place? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, Banque Le Maghreb a fait le premier pas en baissant ses taux. Nous ne parlons pas du tôt directeur. Ah, on parle des taux qu'appliquent les banques et on voit qu'il y a une baisse générale. On parle de taux à 5%, à 4,8%. 4,5, 4,5, 4,4, 4,3. Est-ce qu'il y a un seuil où elles vont arriver et s'arrêter? Alors, il y a un seuil d'équilibre où la compétition décide de voilà, c'est pour que la concurrence... Je pense qu'on n'est pas loin. On est en train d'y arriver. Maintenant, je reviens à Banque Le Maghreb, ça a été la première impulsion dans la baisse. Et après, ce qui a été le vrai moteur de cette baisse, c'est la conquête de parts de marché et la concurrence entre les banques. Okay. Aujourd'hui, vous avez des banques qui se disent le meilleur moyen d'avoir un client pour les 20 prochaines années, puis d'avoir sa femme et son fils et sa carte de crédit, c'est de lui offrir un contrat sur 25 ans pour qu'il achète sa résidence principale au meilleur taux. Même si des fois la marge est minime, on va se rattraper sur le reste. C'est quoi le reste? Le reste, c'est la carte de crédit, par exemple, chaque année, ou l'abonnement mensuel sur le compte. Donc c'est comme ça que les banques relâchent un peu les tensions. Oui. Et donc on paye plus, par exemple, non, pas plus. de commissions. Mais pas plus. C'est juste que la banque commence à faire un calcul. Vous dites qu'elle se rattrape, donc on non, paye mais plus sur autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle se dit? Si ce client vient chez moi, ok, je vais lui appliquer le même taux que les autres, mais j'aurai un client de plus. Donc la meilleure façon pour qu'il vienne à ma banque, c'est de lui offrir le meilleur taux du moment. Mais donc je vais être plus agressif. Minime que je ne peux pas dépasser à la baisse, moi, en tant que banque?
Le taux de Banque Le Maghreb. Non, non. On s'entend. Le taux directeur. Si vous voulez, comment il constitue un taux? Flou, quand même. Comment il constitue un taux? Non, Il y a- non, Ok. là n'est pas ma question. L'objet de ma question, est-ce que il y a une concurrence loyale dans le sens où est-ce que en tant que banque sur le marché, je n'ai pas le droit de baisser encore plus pour drainer plus de clients justement que d'autres banques? Logiquement, j'ai le droit, c'est la compétition. Et dans la réalité? Dans la réalité, jusque-là, les banques, disons, décidaient d'un serpent de concurrence dans lequel on n'allait ni en dessous ni au-dessus. Mais après, une banque peut décider, comme c'est le cas depuis à peu près 1 an et quelques, de se dire pourquoi moi je vais rester dans cette règle-là et pourquoi j'irai pas un peu plus loin. Ok, je vais rogner un peu ma marge, mais je vais prendre des parts de marché. Alors les grandes banques aujourd'hui peuvent dire c'est inadmissible de faire ça car on va gagner moins d'argent. Oui, mais en même temps, peut-être que ça permet de dynamiser et le secteur et les banques et la compétition saine. Aujourd'hui, il y a une compétition saine sur le marché. Alors, sur justement les crédits au logement, quand on voit, encore une fois, je rappelle cette baisse des taux remarquée sur les principales banques de la place, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de rachat, ou en tout cas, quand une banque révise à la baisse ses taux, ce n'est pas applicable sur les anciens crédits? Alors, vous avez un contrat qui est en cours avec votre client. Si le client est au fait... Autofixe. Autofixe, disons. Si le client est au fait de l'évolution, qu'il suit le marché, forcément, il va venir demander à sa banque. Ça se fait? Bien sûr. Nous, la moitié de notre travail, aujourd'hui, en tant qu'accompagnateur des clients, c'est pour des rachats. Les gens viennent nous voir, ils nous disent « J'ai pris un crédit à 5,80. Aujourd'hui, les taux que j'entends sont 4,40. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, on lui tient la main et on l'accompagne pour faire le rachat et renégocier son crédit, soit auprès de sa banque. Ça coûte de l'argent auprès des banques? Oui, il y a des frais de pénalité, il y a des frais d'hypothèque, il y a quelques frais, mais majoritairement, c'est très rentable de racheter son crédit. Alors, s'il vous plaît, juste un point. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, vous parliez de risque. Aujourd'hui, il y a une maturité quand même de la clientèle marocaine par rapport au crédit. Ça fait 15-20 ans que tout le monde parle de crédit, du social. Mais soit ils parlent de crédit, mais on a ce sentiment que les gens, ils se disent, ouais, je me sens un peu arnaqué quand même. Mais il y a une bonne évolution. C'est-à-dire qu'on commence à en parler, les gens apprennent qu'il faut se défendre, ils apprennent qu'il y a de la concurrence, ils apprennent qu'il y a des taux plus intéressants. Et ces choses-là font partie de la maturité du client. D'accord? Et aujourd'hui, nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est souvent quand ils viennent nous voir, ils nous disent « J'envisage d'acheter un bien ». On lui dit « Première chose est un comportement sain, financier. » C'est-à-dire, mets-toi à économiser 400 dirhams, 500 dirhams, 1000 dirhams, 3000 dirhams en fonction du bien que tu vas acheter. Mais montre à la banque que tu es quelqu'un... C'est-à-dire avoir un compte sur carnet, mettre de l'argent dessus exactement, pour dire que tu es un client avec une image financière positive. Et le gain d'avoir un faux risque, c'est que souvent, les gens viennent nous voir et ils disent est-ce que vous pouvez montrer à la banque que j'ai été clean et propre sur tous mes comptes pendant les 10 dernières années pour avoir le meilleur taux? Et bien, ça nous aide beaucoup parce que le meilleur moyen de prouver, c'est d'avoir un tiers de confiance qui le prouve. Neutre. Alors, maintenant, souvent, on trouve des clients qui ont des petits soucis. Et qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne pour régler le souci. Souvent, c'est rien du tout. C'est une pénalité qui a été oubliée où le client a tellement peur d'aller le régler, il se dit ça doit être énorme et on le règle en une journée. Ou parfois, c'est la faute de la banque elle-même. Parce que parfois, ils ne clôturent pas des comptes, par exemple. Oui, pour garder un taux de bancarisation élevé au niveau de la banque, et ils ne clôturent pas les comptes. Comme ça, ils ont quelque chose de sympa à présenter à leur N+1 à la fin de l'année. Mais ça se répercute au niveau du rapport de solvabilité et au niveau du client en lui-même. Et puis, c'est vrai que parce qu'un compte non clôturé joue aussi en défaveur de Par exemple, si vous avez...
Moi, ça m'est arrivé. Je citerai pas la banque. Vous prenez un crédit, par exemple, et vous demandez une redomiciliation de compte bancaire. Vous déménagez de Rabat à Casa. Vous avez un petit crédit qui continue à tourner sur le compte qui n'est pas encore clôturé à Rabat. Ça va directement impacter votre rapport de solvabilité. Et là, vous êtes obligé de repartir à la banque, demander une main levée et repartir au crédit de bureau, faire justement une contestation de données. Et ça prend 48 heures jusqu'à 3 jours pour que ça soit rectifié. Mais parfois, le problème vient de la banque. Et dans beaucoup de cas, le problème vient de la banque, au niveau signalétique, au niveau de comptes non clôturés et autres. Et c'est là où nous, notre rôle d'accompagnateur joue beaucoup parce qu'on tient la main, comme je disais au client, et on lui règle son problème en 48 heures et il peut avoir accès tout de suite de nouveau à des bons taux. C'est un service que vous rendez contre une partie... Ce que ne ferait pas le banquier lui-même parce que ce n'est pas son job que d'aller régler le problème du client qui vient lui demander un crédit. Alors en parlant justement de son job aussi sur l'octroi de crédit, notamment pour les entreprises immobilières, pour rester un peu dans ce secteur. Amine Diouli, est-ce qu'aujourd'hui, ces rapports, ces enquêtes auprès des entrepreneurs, notamment dans le BTP, on sent qu'il y a qu'on est frileux par rapport au financement, par rapport à lever des fonds, en tout cas, pour financer leurs projets immobiliers. Et sachant que, bon, on sait que maintenant, le secteur ne décolle pas. Oui, effectivement, il y a un problème au niveau de ce secteur. Néanmoins, les chiffres de Banque du Maroc montrent quand même que l'encours destiné aux promoteurs immobiliers a progressé très légèrement entre 2015 et 2016. Donc il y a quand même encore de l'argent pour les gros projets, certes, mais il y a encore de l'argent pour ce type d'activité. Oui. Justement, par rapport à ça, vous ne pouvez pas englober un métier... l'immobilier dans sa globalité, il y a des bons et des mauvais dans ce secteur-là. Et si vous allez voir ceux qui délivrent de la qualité avec de la confiance derrière, ils ont tous les crédits qu'ils veulent pour n'importe quel développement. Ceux qui ont eu des erreurs de choix, de terrain... Mais eux aussi, donc, ils ont un rapport de solvabilité final. Oui, bien sûr. Et là, je dirais, ça serait intéressant que dans le rapport, ils aient la variable commercialisation pour se dire qui vend et qui ne vend pas. Parce que le nerf de l'avenir, c'est quoi? Est-ce que ce promoteur vend ou au final je lui prête de l'argent mais je ne fais que renflouer quelque chose et il n'y a aucune vente qui est en cours? Oui, non, c'est vrai. Chaque secteur a ses indicateurs propres. C'est vrai qu'après, si on devait appliquer des indicateurs pour chaque secteur qu'on suit, on ferait des rapports des rapports spécifiques et plus des rapports généralisés. En parlant de ces rapports dans d'autres pays, il y a certains éléments qui sont inclus. C'est pour ça que j'insistais sur le genre de données qui sont dans ces rapports de solvabilité. Hein. On peut retrouver des factures d'électricité. Est-ce qu'on est un bon payeur de son téléphone, de ses factures de téléphone, etc. etc. Ça va jusqu'à cela. Est-ce que vous pensez que le cadre juridique aujourd'hui permet cela, et pourquoi on ne le fait pas au Maroc pour juger de la solvabilité d'un client ou d'un emprunteur? D'abord, j'aimerais mettre l'accent sur un point très important, c'est la culture. Nous sommes une société d'image. Les gens ont subi l'effet de la publicité. Donc on fait des publicités, les gens ont envie d'acheter, les gens ont besoin d'une voiture même si on n'a pas les moyens, les gens ont envie d'investir dans un bien même si on n'a pas encore les moyens. Donc il y a cette culture malheureusement qui est ancrée où les gens s'engagent sans faire les calculs nécessaires, comme l'a si bien dit Silhalou tout à l'heure. Ça d'un côté. Alors d'abord, il y a un travail qui doit se faire à ce niveau dans un premier temps pour d'abord permettre au consommateur de faire un choix rationnel dans son engagement, bien négocier la chose, bien préparer ses investissements. Parce que ça ne se fait pas aujourd'hui. Franchement, ça ne se fait pas. Vous savez, je connais des gens qui sont endettés à 85-90%. Voilà. On emprunte de partout. Vous savez, l'emprunt n'est pas nécessairement uniquement auprès de la banque. Il y a des gens qui empruntent auprès de l'entourage, de la famille. Oui, Darat, il y a des gens qui sont dans l'incapacité
de régler leur dette. C'est à ce niveau que l'on doit travailler et on le fait d'ailleurs à notre niveau, au niveau de l'association de protection des consommateurs. Maintenant, pour passer à la solvabilité en ce qui concerne les petits détails de factures d'électricité, factures de téléphone, moi je pense que si on devrait prendre ça comme paramètre, on aurait beaucoup de surprises. Ça viendra. On aurait beaucoup de surprises, mais c'est un indicateur, c'est au-delà. C'est-à-dire que c'est des échéances qu'on paye. On va dire que c'est comme ce qu'on appelle les charges fixes. Je vais vous dire comment les gens raisonnent parfois. Le temps que la société concernée, que le fournisseur X m'assigne peut-être en paiement, j'aurai entre-temps trouvé les quelques sous pour le payer. Pour une TPE, c'est mortel, comme le disait avant l'émission. Oui, et d'ailleurs, il y a une disposition prévue dans la loi très très importante et j'espère que le consommateur n'en fera pas usage de manière à faire jouer plus la mauvaise foi que le client, je dirais, honnête. C'est la défaillance pour un crédit. Elle n'est déclarée qu'au bout de 3 échéances non payées successivement. Et ce mot successivement pose un problème. Parce que 3 échéances, écoutez, je peux en payer 2 et puis ne pas payer la 3e. Donc ça, nous avons besoin de cas de jurisprudence pour pénaliser, pour sanctionner les abus de droit, ce qu'on appelle un abus de droit à l'encontre des consommateurs malveillants. C'est-à-dire que si on le fait, la prochaine fois, on va demander un crédit, soit on va vous dire non, soit vous allez payer un taux plus cher. Il ne faut pas ouvrir la brèche de la facilité dans l'interprétation des textes. Je voulais juste rebondir sur ce que disait monsieur Hannibal. Par rapport à la collecte d'informations, aujourd'hui, l'écosystème dans lequel on est pour le crédit de bureau, on récolte des informations uniquement du système bancaire. Les business models des crédits de bureau à l'étranger concentrent des informations qui viennent de beaucoup plus de sources. Donc effectivement, les telcos, les assurances, aussi tout ce qui est factures électriques, tous les utilities. Alors maintenant, on peut penser que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en fait, on s'est rendu compte, sur les 10 dernières années, que le comportement de paiement sur des factures, parfois pour des petits crédits, vous en dites encore plus pour des petits montants que pour de gros montants. Et c'est d'autant plus important pour la microfinance, parce que la microfinance, vous avez des personnes qui ne sont pas bancarisées, ils n'ont aucun compte en banque, il n'y a aucun moyen de savoir si c'est de bons payeurs ou pas. Donc forcément, quand vous avez des informations par rapport à de petites factures, vous pouvez savoir si cette personne-là est régulière à payer 50, 60 ou 100 dirhams d'abonnement. Voilà, tout à fait. Donc le plus on arrive à croiser de la data de sources différentes, le plus pertinent devient le rapport de solvabilité. Donc maintenant, effectivement, il y a un problème au niveau on va dire, de la culture au Maroc par rapport à ça. C'est quelque chose qui va devoir être, on va dire, injecté progressivement pour que le consommateur marocain commence à s'habituer justement à cette notion que même ces factures téléphoniques ou électriques sont scrutées. Mais au final, dans 5-10 ans, ça fera des consommateurs, des gens un petit peu plus disciplinés et donc créer plus de confiance pour que la banque puisse octroyer des crédits petits, moyens ou grands. Je rajouterai un élément, si vous permettez, très important aussi, c'est que pour les paiements, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, surtout, ou plutôt des mesures efficaces. Ça veut dire, très souvent, moi j'en connais, des consommateurs qui ne paient pas, par exemple, ne serait-ce que pour prendre cet exemple de facture de téléphone, il y a des gens qui ne peuvent pas faire le déplacement pour payer. Donc ces supports de paiement électronique, la dématérialisation aujourd'hui, qui commence à se généraliser, c'est très à condition que ce support fonctionne. Ça pose un gros problème. Nous recevons des réclamations aussi dans ce sens, c'est qu'il y a des supports qui permettent la facilité pour justifier cette solvabilité, des supports qui ne fonctionnent pas, et ça crée malheureusement des problèmes d'impayés. Alors, en parlant d'impayés, je veux juste revenir, parce qu'il nous reste très peu de temps et j'ai quelques questions encore en suspens à vous poser, messieurs. On parle de crédit variable, on parle de crédit à taux fixe, et crédit à taux variable. Une question peut-être naïve, mais que beaucoup de mes concitoyens se posent. Quelle est la meilleure affaire? Moi, qu'est-ce que je conseille à mes clients? Je dis, si vous êtes sensible et au fait du marché financier, que vous lisez la presse, que vous êtes dans un métier qui vous permet de suivre et de connaître ce qui se passe, prenez un taux variable. Si vous êtes complètement en dehors de ce métier, si vous êtes médecin, si vous êtes agriculteur, si vous êtes Rien n'empêche un médecin de consulter... Non, mais disons majoritairement. Si vous n'êtes pas dans le secteur et que vous allez vous créer un stress de plus, aujourd'hui, prenez un taux fixe. Mais le variable est très intéressant. Pourquoi ?
parce que les premières années sont les années où on paye le plus d'intérêt. Donc si l'intérêt est le plus bas, ça veut dire que le crédit va coûter moins cher. Maintenant, ça peut générer un peu de stress pour certaines personnes. Et sur une longue période surtout. Si vous vous endettez sur 25 ans, il vaut mieux pas prendre de variable parce qu'on n'a pas de vision suffisante. On n'a pas de visibilité sur 25 ans. Mais ce que vous pouvez faire, c'est payer le variable tant qu'il est bas. Et si jamais il y a un retournement, vous renégociez votre crédit. C'est d'où l'avantage du renégociation. Donc on peut le faire. Si vous voulez, juste un point, le client marocain, il est en train de comprendre tout ça. Il est en train de comprendre qu'il est scruté. Il est en train de comprendre que venir avec un salaire où il y a peu de déclarations ne lui donnera pas de crédit. S'il fait beaucoup de noir, il n'aura pas de crédit. Hein. Oui, mais quand il arrive face à son achat principal pour acheter sa maison et que la banque lui dit « Excusez-moi, vous ne pouvez pas acheter une maison à ce prix-là, avec ce revenu-là », il commence à se dire « Peut-être que j'aurais dû ou je devrais, pour l'avenir, être plus… » Consensueux. Ouais. Alors, en parlant de consensueux, j'aimerais juste terminer sur ce rapport de la Banque mondiale du Doing Business où le Maroc a perdu beaucoup de place. On est certes classé en général à la 68e place parmi les 190 économies de ce classement. Mais voilà, sur des indicateurs tels que l'obtention de prêts ou encore l'insolvabilité, nous sommes vraiment à la traîne. Ce que je disais en début d'émission, nous sommes 131e sur l'insolvabilité et 101 à la 101e position pour l'obtention des prêts. Voilà, le cadre juridique actuel autour de l'indice de protection des emprunteurs et des prêteurs, est-ce qu'il pénalise ce classement, Maître Anebr? Brièvement. Pénalise, certes, bien entendu. C'est l'indice de confiance aujourd'hui sur lequel on doit travailler. C'est la confiance. Et aujourd'hui, avec tout le dispositif et l'arsenal dont dispose le Maroc, ce serait vraiment dommage qu'on ne fasse pas en sorte de sortir de ce classement. Tout y est. Nous avons, comme je l'ai dit, donc cette loi sur la protection du consommateur qui est censée mettre de la confiance dans les esprits des consommateurs pour aller consommer sans problème. Peut-être qu'ils ne veulent pas consommer parce que ce n'est pas halal aussi. Pour les crédits. Il y a aussi cette loi, il y a la loi sur les banques participatives aujourd'hui. Alors est-ce que ça va se faire? Bon, on attend toujours les sous-coups. Mais en tout cas, c'est plein de points positifs. Positifs dans la loi, pardon. Ah, dans la loi. D'accord. Est-ce qu'il y a des lacunes, justement, par rapport à la faisabilité, et en particulier sur les crédits pour la banque participative? La lecture que nous en faisons, nous, au niveau de l'association, c'est que c'est la pratique qui va révéler si oui ou non nous allons nous heurter à des problèmes de contradiction avec les textes. La loi, par exemple, je vais prendre un produit à titre d'exemple, un petit peu illustrer mes propos. Nous avons Moulabaha qui s'apparente au crédit immobilier, c'est-à-dire c'est la banque qui achète le bien pour son client et puis elle le revend avec une marge. Bien. Alors, par exemple, si ce bien, s'il y a un vice caché dans ce bien, qui est responsable? Est-ce que c'est la banque en tant que vendresse ou bien c'est le promoteur? On n'a pas répondu à ça. Le crédit, on est censé payer la marge calculée sur le nombre d'années de remboursement. Si je veux payer par anticipation tel que me l'accorde la loi sur la protection du consommateur, comment je vais faire? Est-ce qu'on va calculer sur le montant ou bien c'est le contrat qui prendra le dessus? Est-ce que ce seront des contrats tripartites ou bilatéraux? Non, on ne sait pas. Tripartite? Tripartite, ça veut dire, est-ce que c'est la banque promoteur-acquéreur ou bien c'est banque acquéreur? On ne sait pas. D'accord. Des questions qui resteront en suspens jusqu'à, rappelons-le, la mise en application et surtout le premier sous-coup que tout le monde attend. Voilà. Ce n'est pas l'objet de cette émission, malheureusement. Le temps de l'émission est écoulé. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Écho. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22h pour un nouveau numéro de l'Hebdo Écho. D'ici là, très bonne suite des programmes sur notre antenne.